invité, je ne sais pas où il est. Ça, c'est les aléas du direct. J'étais un instant avec Marc-Henri, donc bonjour pour ceux qui nous regarderaient. Mais le souci, c'est que je viens de perdre mon invité pendant que j'étais en train de lancer la diffusion, donc à mon avis, ça doit pas comme ça que ça devrait se faire, donc on va refaire la démarche. Quelques petites secondes. Vous êtes en direct de Océan Sea Live pour le premier direct. Et normalement, nous devrions avoir Marc-Henri avec nous pour nous parler et il nous rejoint. Voilà. Bonjour Marc. Bonjour, alors qu'est-ce qui se passe là? Je ne sais pas. Écoute, je découvre aussi les joies de notre ce nouveau média. Et là, j'ai pas compris pourquoi je t'ai perdu T'as en dit cours de c'est route. parti, puis ploup. D'accord. Bon, alors c'est intéressant. On va vite faire comment dirais-je, un petit lancement de chaîne, hein, comme il est de tradition de lancer des chaînes. Et évidemment, c'est généralement avec Monsieur Marc-Henri que j'inaugure la chose, hein, concours de circonstances aidant. Hein. Et ben pour l'occasion, nous allons sabrer l'eau. Hein. Voilà, on a de l'eau. On boira le champagne tout à l'heure, mais à Ouais. l'antenne, on boit de l'eau. Voilà. Parce que grâce à ce moyen de diffusion de YouTube, eh ben, déjà, on peut les remercier. Hein, c'est pas souvent qu'on le fait. Enfin, moi, en tout cas, c'est mon cas. Et grâce à cette façon de pouvoir faire nous-mêmes nos propres télévisions avec les moyens du bord et avec ce que ça peut avec les petits pépins techniques que ça peut comporter, c'est quand même super qu'on puisse faire ça aujourd'hui. Donc, merci Google et merci aux ingénieurs qui ont mis ça en place. Et en plus, c'est gratuit. Alors, Google Plus. Google Plus, voilà. Je rappelle une dernière chose aussi, que si vous voulez vous abonner à la chaîne pour la soutenir, à la chaîne Océan Sea Live, tout simplement vous vous abonnez à la chaîne et puis vous recevrez toutes les dernières vidéos mises en ligne. Voilà. Alors, après avoir remercié le diffuseur, il faudrait remercier l'invité. Marc-Henri, on va te représenter. Enfin, à la limite, bon, je te présente ou tu te présentes? Oh non, présente-moi, parce que tout D'accord. seul. Donc, Marc-Henri, universitaire. Alors, on va commencer par le commencement. Donc, professeur et chercheur à l'université de Strasbourg, dans la section chimie. Chimie, Voilà. Et plus particulièrement, la faculté. on dit la faculté. La faculté de chimie. D'accord. Et il fait comment à Strasbourg? Eh ben, on a un temps magnifique, il fait pas froid. Là, le Alors, soleil. aujourd'hui, pour le premier Océan Sea Live en direct, d'ailleurs, là pour le coup, le titre du podcast prend tout son sens puisqu'il y avait un jeu de mots, en l'occurrence sur Océan, bien sûr, mais sur le live. Et ce qui est intéressant, pardon? Oui, oui. Et ce qui est intéressant avec le direct, c'est que on est plus dans ce que j'appellerais de skélo, c'est-à-dire vivant et complètement imprévisible. Voilà. Donc là, ça prend tout son sens de faire ça en direct. Et puis, moi, ça me fait moins de travail après. Alors, vous pouvez normalement interagir, mais je n'ai pas encore les moyens de. Je ne sais pas comment on fait pour le moment. Si, je crois que il y a la possibilité de chatter. Voilà, je sais pas d'où ça. Je découvre. Bon, bref, en tout cas, cette vidéo que nous sommes en train de faire a plusieurs utilités. Donc déjà de lancer la chaîne, faire nous des essais parce que le 23 octobre avec Jacques Collin, nous allons parler toujours de l'eau et entre autres, de ce qu'il dit et de ses dernières trouvailles dans son dernier livre. Et puis le 12 novembre, on va retrouver Jacques Collin, on va retrouver Marc-Henri pour un multiplex en direct avec d'autres invités qui seront tout aussi intéressants. Voilà. Et puis, et surtout, Marc et moi travaillons sur un projet de ce qu'on appellerait de iBook, où j'en parlerai
plus tard. Et évidemment, le sujet est l'eau. Et l'eau, comme finalement, ça n'a peut-être jamais été écrit, hein. De toute façon, Marc ne pourra que nous le confirmer, dans la mesure où ça va vraiment être un regard transversal, artistique et scientifique sur cet élément encore mystérieux. Et la transition, et la transition est bonne puisque il y a un mystère en tout cas qui demeure. C'est la composition de l'eau, basée sur une idée un peu saugrenue que Marc va nous donner un peu plus de précision, c'est-à-dire que c'est connu quand même de la science, mais pas diffusé dans le grand public. C'est-à-dire que si on posait la question quelle est la formule chimique, alors que nous ne sommes pas tous des chimistes en puissance, loin de là, comment se fait-il que l'eau soit un des seuls, en tout cas c'est le seul, à ma connaissance, c'est la seule substance visible, je ne parle pas des gaz, puisqu'il y a, on va parler de O2 et de CO2, mais en substance physique qu'on peut toucher, pourquoi l'eau est-elle toujours abonnée à ces trois fameuses molécules Atome. Oui, je fais souvent l'erreur. Merci de me reprendre, il faut être précis. 3 atomes, molécules triatomiques H2O. Voilà, très très bien. Merci Marc pour cette précision. Alors, Marc, comment se fait-il que l'eau n'est pas seulement H2O? Et d'ailleurs, si l'eau n'est pas seulement H2O, à quel moment on peut trouver ces trois molécules H2O finalement? C'est 3 atomes. J'arrive pas, hein. Excuse-moi. Oui, c'est 3 atomes. Ouais. Oui, donc et pour ça, il faut parler de la notion d'isotope. C'est-à-dire que quand on dit H2O, si on regarde un livre de chimie, on voit une masse moléculaire de 18, quelque chose, une masse qui n'est pas entière. Alors qu'a priori, tous les atomes sont constitués d'un nombre entier de protons et de neutrons. Donc on devrait avoir des masses pour l'eau de 18, et non pas de 18,0 quelque chose. Ces chiffres qu'on trouve après la virgule traduisent le fait que l'eau n'est pas H2O en soi, mais c'est un mélange en fait de beaucoup d'espèces. Donc, je parle bien de l'eau pure, je ne parle pas de l'eau qui contient autre chose. Hein. L'eau qu'on appelle l'eau pure n'a pas qu'une formule en fait, elle en a beaucoup. Tout simplement parce que l'oxygène a ce qu'on appelle 3 isotopes stables. Donc on appelle isotope dans une molécule un noyau qui existe avec le même nombre de protons mais qui diffère par le nombre de neutrons. Donc l'oxygène a par exemple 8 protons, c'est ce qui caractérise le fait d'être oxygène, et dans la molécule la plus abondante, donc on trouve 8 neutrons, ça fait 8 plus 8, ça fait une masse de 16. Mmh. On a un autre isotope qui a 8 protons et 9 neutrons, ce qui fait une masse de 17, et un autre isotope qui a toujours 8 protons, puisque 8 protons c'est l'oxygène, et une masse de 18. Après, on peut aller comme ça jusqu'à des molécules qui ont 8 protons et 13 neutrons, c'est une masse de 25, mais ces isotopes en général sont radioactifs. Si on se limite juste aux isotopes qui sont stables de l'oxygène, on en a 3. L'oxygène 16, l'oxygène 17 et l'oxygène 18. Donc quand on dit H2O, il faut déjà savoir de quel oxygène on parle. Est-ce qu'on parle de l'oxygène 16, est-ce qu'on parle de l'oxygène 17 ou est-ce qu'on parle de l'oxygène 18? Parce qu'évidemment, les propriétés chimiques sont les mêmes, puisqu'elles sont fixées par le nombre de protons, mais comme les masses sont différentes, les propriétés physiques sont différentes. Parce que les molécules n'ont pas la même masse. Ensuite, ça ne s'arrête pas là, parce que l'hydrogène a aussi des isotopes. Donc, on peut avoir un proton tout seul, c'est ce qu'on appelle l'hydrogène. On peut avoir un proton, un neutron, c'est ce qu'on appelle le deutérium. On peut avoir un proton, 2 neutrons, c'est ce qu'on appelle le tritium. Cette dernière espèce est radioactive. Par contre, elle a une durée de vie suffisamment longue pour qu'on puisse l'utiliser. Sa période de demi-vie, c'est 12 ans. C'est-à-dire que si vous avez du tritium, au bout de 12 ans, on a perdu la moitié du tritium, et puis encore 12 années plus tard, on a perdu encore la moitié de la moitié, et puis encore 12 années plus tard, la moitié de la moitié de la moitié, ce qui fait qu'au bout de
de 100 millions d'années, on n'a plus de tritium. Hmm. Mais ça reste quand même une durée de vie suffisamment longue pour qu'on puisse l'utiliser. Hmm. Donc on l'utilise essentiellement en médecine, comme traceur isotopique. Alors, pourquoi on l'utilise en médecine? Parce qu'on est fait à 99% en molécules d'eau. On met du tritium dans un organisme vivant, ce tritium va se fixer sur l'eau et on va suivre le mouvement de l'eau dans le corps. Ah, oui, d'accord. Donc on peut voir effectivement ce qui se passe à l'eau, c'est comme ça qu'on voit qu'on se renouvelle toute notre eau en quelques jours. Hein. Ça va très très vite. Hein. Est-ce que, Marc, je rebondis, est-ce qu'il y a des documents dans, je sais pas, est-ce que les gens, par rapport à ça, peuvent avoir des illustrations, des photos sur Oui, là, Internet? dans le cadre de l'iBook, je vais faire des vidéos là-dessus. Ah, génial, d'accord. Donc, il y aura des vidéos sur ma chaîne YouTube Ah, ben oui, et donc les gens pourront suivre ça. Bon, pas tout de suite parce qu'il faut on que je peut le la fasse. donner, hein. Ta chaîne YouTube, c'est youtube.com/Marc-Henri 13, je crois. Marc-Henri 13, oui. C'est ça, voilà. Donc, via cette chaîne, si les gens s'abonnent, ils pourront suivre. Chaque fois, je mettrai une vidéo et c'est évidemment couplé à l'iBook, puisque Hmm. l'iBook aussi reprendra, je pense, des liens vers ces vidéos. Ah oui, oui, bah oui, 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 c'est ça. Donc, voilà. Donc, pour le moment, on peut trouver ça dans la littérature, on appelle ça scientifique ou sur le net, mais Ouais. il n'y a pas d'une information, disons, qui sera un peu plus accessible quand on aura fait les vidéos. D'accord. Voilà, donc si on prend en compte le fait qu'il y a 3 isotopes pour l'oxygène et 3 pour l'hydrogène, ben ça fait en fait qu'il y a 18 molécules d'eau différentes. Hmm. Et sans compter, parce que moi je me souviens du tableau que tu m'avais montré il y a de ça pas si longtemps que ça, Oui, où il y avait aussi tous ces isotopes d'oxygène qui ont une durée de vie que oui, en tant que alors chimiste tu considères pas je peux suffisant te pour dire, je regarde rapidement. parce que Donc là ça l'oxygène, augmente. on va de l'oxygène 12 à l'oxygène 24. Oui, voilà, c'est ça. Donc ça Ça aussi, ça fait peut 1, 2, rentrer en ligne 3, de compte. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Ah ouais, d'accord, ouais, isotopes de d'accord. l'oxygène en fait. Et l'hydrogène, lui, on va de l'hydrogène 1 à l'hydrogène 4. Parce qu'on a Ouais. aussi un hydrogène qui a 3 neutrons. Mais lui, Ah. il a une durée de vie qui est très courte. Hein. Donc Donc ça ça, fait 13 et 4, donc on multiplie 13 par 4. Non, j'ai dit 13 ou je ne sais plus combien. Pour l'oxygène, j'ai dit combien? je ne sais pas. Je recompte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oui, c'est ça. Donc 13 fois 4, si je calcule bien, ça fait... Non, pardon, c'est 13 à la puissance 4. Voilà. Ça fait plusieurs centaines de molécules qui sont différentes. Donc ça c'est Il le y en a premier qui sont radioactives, hein, c'est-à-dire que à peine on les a, elles commencent à se désintégrer. Hein. Donc ça c'est l'aspect déjà physique. Et puis Voilà. après, il y a donc où on voit déjà que bah, c'est différent. Il y a les compositions, je dirais, sont différentes de par l'isotope. Oui. Comment on peut dire ça, la nature isotopique de l'atome ou Ben, comment on parle de composition isotopique. de composition isotopique. Alors il y a un autre facteur qui explique que l'eau n'est pas seulement H2O, c'est aussi que l'eau est tout le temps en mouvement et que à aucun moment, parce que finalement dans cette notion H2O, il y a comme ce qui dirait que l'esprit humain il est figé, comme si l'eau était tout le temps H2O, quoi. Ce qui n'est pas le Oui. cas. Non. Est-ce que ça tu peux nous en dire un peu plus sur sur Ça, ce côté ça c'est justement? les domaines de cohérence. Et puis moi je voulais aussi entre autres parler des domaines de cohérence. Donc si c'est la même question, c'est parfait. C'est-à-dire que Oui, c'est ça. C'est-à-dire, l'eau n'est jamais. moi, je euh, pensais qu'on allait parler de l'eau isolée. C'est-à-dire de l'eau sans contact avec une autre molécule. Ah oui. Parce que c'est déjà compliqué. Bon alors Voilà. bah, continuons Après, alors. on peut parler de l'eau qui voit d'autres molécules d'eau. Non, on peut continuer. Alors donc l'eau isolée, où Alors, est-ce on peut qu'on peut rester sur l'eau isolée parce qu'on n'a pas tout épuisé. Il y a encore une propriété parce que les objets dans la nature se classent en deux types d'objets. On a ce qu'on appelle la matière, on a ce qu'on appelle les champs. Mhm. Soit on est une matière, soit on est un champ. Les matières sont en général associées à des corpuscules, les champs sont en général associés à des ondes. Et on a ce qu'on appelle les coefficients de couplage entre la matière et le champ. Donc par exemple, tout le monde connaît le champ de gravitation. Donc on sait que le coefficient de couplage s'appelle la masse.
Mhm. La masse, c'est ce qui nous couple la matière, l'aspect matière, à l'aspect champ de gravitation. On a un autre champ que tout le monde connaît, qui sont les champs électromagnétiques, qui sont ceux qu'on utilise par exemple pour faire ce hangout. On utilise des champs électromagnétiques. Et comment la matière se couple avec ces champs électromagnétiques? Ils se couplent par la charge. Il y a aussi une constante de couplage qui se fait avec le champ magnétique uniquement, et pas simplement électrique, pour le champ électrique. Et cette constante de couplage, c'est ce qu'on appelle le spin. Mhm. Donc la matière, on doit lui donner des constantes, matière, charge et spin. Donc quand j'ai parlé des isotopes, j'ai parlé de l'aspect masse. Mhm. Je peux encore, évidemment, j'ai des degrés de liberté sur le spin. Pourquoi? Parce que la charge, elle, j'ai pas de degré de liberté puisque l'eau est une molécule neutre. Sa charge totale est nulle, donc là, je n'ai qu'un type de charge, c'est zéro. Mhm. Par contre, on a le spin. C'est-à-dire que, sachant que l'oxygène et l'hydrogène sont des atomes, ils ont chacun un spin. Alors par exemple, l'oxygène 16 a un spin qui est nul. Donc, lui ne n'interagit pas avec le champ magnétique. Mhm. L'oxygène 17 a un spin qui est de 5,5. Donc lui, il interagit avec le champ magnétique. L'oxygène 18, lui, n'a pas de spin. Donc lui, il n'interagit pas avec le champ magnétique. Côté hydrogène, on a des spins partout pour l'hydrogène, le deutérium et le tritium. Alors, ce qui est intéressant dans la molécule d'eau, c'est qu'il y a deux hydrogènes. Et chaque hydrogène peut avoir ce qu'on appelle un demi. Donc, quand on dit qu'on a un spin de 1,5, ça veut dire que le spin peut être orienté soit vers le haut, soit vers le bas. Il a deux possibilités. Donc, si on prend la molécule d'eau et qu'on la représente, et si on prend l'atome de gauche, par exemple, qu'on lui met le spin vers le haut, se pose la question du spin de l'atome de droite. Est-ce qu'il est vers le haut ou est-ce qu'il est vers le bas? Si le spin de l'atome de droite est vers le haut, on parle d'une eau qui s'appelle ortho. Mhm. Si le spin de l'atome de droite est vers le bas, on a une eau qui s'appelle para. Mhm. Et compte tenu de la multiplicité, on a 3 molécules d'eau ortho pour une molécule d'eau para. C'est-à-dire que même si on prend une substance isotopiquement pure, par exemple H2O16, parce que ça c'est déjà correct, là on voit vraiment de quoi on parle, il faut encore dire si on parle de H2O16 ortho, avec les deux spins vers le haut ou vers le bas, ou une combinaison symétrique des hauts et vers le bas de chaque côté, ou est-ce qu'on parle de H2O16 para, c'est-à-dire la combinaison antisymétrique avec un spin en haut à gauche, un spin en bas à droite. Sachant qu'il y a un rapport 1 à 3 entre ces formes. Donc même l'eau isotopiquement pure n'est toujours pas pure. Si on veut avoir de l'eau isotopiquement pure, il faut prendre soit de l'eau H2O16 para, soit de l'eau H2O16 ortho. Alors ça, évidemment, ça peut ressembler être à de la branlette de physicien, mais pas du tout. Parce que le spin est une propriété quantique. Et il y a quelque chose qui est fantastique, c'est que l'eau dite ortho est toujours en mouvement, elle ne peut jamais s'arrêter. Elle est toujours en train de tournoyer sur elle-même, même si on la met à 0 Kelvin. C'est-à-dire si on va au zéro absolu, on a ce mouvement de point zéro de l'eau qui ne s'arrête jamais. Alors que l'eau para, si on descend en dessous de 53,4 Kelvin, elle s'arrête de tourner. Elle s'immobilise et elle ne peut plus n'a plus de mouvement de rotation. Mhm. Donc ça veut dire que dans l'eau pure, isotopiquement pure, on a une eau qui ne peut pas s'empêcher de tourner et une eau qui, elle, peut s'arrêter. Alors ça, c'est intéressant parce que lorsqu'on parlera d'eau interfaciale, l'eau interfaciale, c'est l'eau qui est en contact avec autre chose qui n'est pas de l'eau. On voit tout de suite que l'eau interfaciale sera plutôt de type para, parce que qui dit surface dit accrochage, immobilisation. L'eau ortho aura beaucoup plus de mal à s'accrocher sur des surfaces, laquelle elle est toujours en train de tourner. Alors rappelons quand même que l'eau interfaciale est un état de l'eau tel que, comme Ben, disait c'est soumis, en fait, partout où on dit l'eau, c'est en fait de l'eau interfaciale. Non mais on dit l'eau solide, donc c'est un état, l'eau liquide et l'eau à l'état vapeur, donc l'eau à l'état gazeux. Oui. Et donc on va parler de l'eau à l'état interfacial, et donc Non, mais l'eau que j'ai ici dans ma bouteille, tu la vois? je la vois. Là. C'est Oui, quoi? c'est de l'eau Voilà, liquide. de dire que c'est de l'eau. Non, c'est de l'eau interfaciale. Pourquoi? Parce qu'il y a des bulles de gaz. D'accord. Et comme il y a des bulles de gaz, il y a une interface. Comme il y a une interface, c'est une eau interfaciale.
Ce n'est D'accord. pas une eau pure. Ouais. L'eau pure n'existe pas, c'est un fantasme. D'accord. Ça, c'est un autre sujet qu'on abordera Ouais, ouais, dans ouais, un ouais. e-book. Donc, Non, ouais, on justement. va pas parler de ça Non, mais aujourd'hui. là où je voulais te faire dire, c'était que bah, une des eaux interfaciales, c'est que bah, là, il y a deux eaux interfaciales qui sont en train Voilà, de parler, là, tout par ce qui exemple. contient de l'eau et qui ne contient pas que de l'eau est une eau C'est ça. interfaciale. Donc, Est-ce que le, les êtres humains sont est-ce que des eaux interfaciales. l'apéritif, on peut la considérer comme de l'eau interfaciale Bien alors? sûr, le vin, mais une salade, un Ouais, ouais. concombre, Un Rodolphe chien Forger est une eau interfaciale. Attila, le chien qui est de ton fils. actuellement, non, il n'est pas là, donc ça va, est une eau interfaciale. On a de l'eau interfaciale, en fait. Chaque fois qu'on dit de l'eau, c'est en général une eau interfaciale. Ah, ça c'est intéressant ça. Alors donc là maintenant que tu viens de nous expliquer bah, l'importance des bah, déjà de la molécule isolée, de son fonctionnement juste en prenant la molécule de façon isolée, Donc, parce que attends, on va quand même reprendre un peu tout ça. C'est-à-dire que finalement, c'est quoi l'eau chimiquement parlant? C'est un mélange donc de, on va dire, on va simplifier sur les isotopes stables. 18 formes isotopiques, uh-huh, chaque forme isotopique pouvant avoir plusieurs isomères de spin. ouais, C'est-à-dire que l'eau pure n'est pas H2O, c'est le titre, ça ne veut rien dire, c'est un mélange infâme d'un tas de choses. uh-huh, Donc c'est pour ça qu'il faut faire un petit peu attention. Quand on me dit, oui, bon, ben, l'eau, c'est l'eau, quoi. C'est quoi cette substance? Même prise toute seule, indépendamment des autres molécules d'eau qui peuvent exister autour, c'est déjà une substance extrêmement complexe. Voilà. ok. Est-ce que on peut aborder je dirais donc quand on dit aussi l'eau n'est pas seulement H2O, donc parce que ça sous-entendrait que H2O, Ben, en fait, existe. il y a une molécule, elle est isolée, en Voilà. fait, elle n'a pas de lien avec les autres molécules, et au vu Si, de elle a des liens, mais on a ce qu'on appelle des liens de faible énergie. Ça s'appelle techniquement des interactions de Van der Waals. C'est-à-dire que l'eau, enfin, on va pas parler d'eau, on va parler de molécules. Qu'est-ce que c'est qu'une molécule en physique? C'est un assemblage de noyaux qui sont positivement chargés et d'électrons. Mhm. Et quand deux molécules se rencontrent, les noyaux qui sont positifs de la molécule de gauche attirent les électrons qui sont négatifs de la molécule de droite. Mhm. De même, le noyau de la molécule qui est à droite, qui est positif, attire les électrons des noyaux qui sont sur la molécule de gauche. Et c'est ça qu'on appelle une interaction de Van der Waals. Mhm. C'est-à-dire que les deux choses s'attirent très faiblement. Et c'est ce qui donne donc le comportement des liquides ou des gaz normaux qui sont pilotés par cette interaction à courte portée de polarisation mutuelle des nuages électroniques qu'on appelle l'interaction de Van der Waals. Mhm. L'eau, en tant que molécule, a cette interaction, bien sûr. Mais si elle avait cette interaction uniquement, si c'était simplement H2O, eh bien, elle aurait un point d'ébullition qui serait à moins 150 degrés, quelque chose comme ça. Ah ouais. C'est-à-dire qu'elle ne serait pas liquide si elle était H2O. Le fait qu'elle soit liquide à température ambiante compte tenu de sa très faible masse molaire, 18 grammes par mol, il y a une règle en chimie qui est simple, c'est que en dessous de 60 grammes par mol, on est gazeux à cause du Van der Waals. Pour que le Van der Waals commence à faire du liquide, il faut atteindre une certaine masse molaire critique qui est environ entre 50 et 60 grammes par mol. L'eau avec 18 devrait être un gaz. Or, tout le monde peut constater que l'eau à 25 degrés, c'est-à-dire 300 Kelvin, est liquide. Ça veut dire que l'eau n'est pas H2O. Mhm. Donc, si c'est pas H2O, c'est quoi? Bah, c'est tout simplement H2O n fois. Et c'est là où ça devient intéressant. C'est qu'on a en plus dans l'eau pure, donc même si on prend une eau isotopiquement propre, par exemple H2O 16, spin, propre de spin, c'est-à-dire je prends que de l'eau, allez, para. Je dois encore préciser combien de molécules d'eau j'associe les unes aux autres pour définir ce que j'appelle l'eau liquide. C'est-à-dire que c'est H2O n fois. Alors en général, ce n, personne n'en parle. Pourquoi?
parce que comme c'est un nombre entier multiplicateur, il est entier. On a l'habitude, quand on fait l'analyse chimique, de ne faire que des rapports. Mhm. Et donc, quand on fait le rapport du nombre d'atomes d'oxygène au nombre d'atomes d'oxygène N, Mhm. le N disparaît. C'est pour ça que personne n'en parle. Mais, en fait, il est bien là, et c'est même lui qui est responsable du fait que l'eau est liquide. Donc ensuite se pose la question de quelle est la valeur de N. Est-ce que N égale 2, 3, 4, 5? Alors quand N est petit, on a ce qu'on appelle des clusters d'eau, qui sont des formes qu'on trouve à l'état vapeur, ou qu'on trouve à l'intérieur de la matière biologique, sous forme dans les poches de protéines. On a de l'eau qui se trouve sous forme de clusters. Ou alors, sur des surfaces, on peut faire aussi stabiliser des clusters d'eau. Ces clusters, on ne les trouve pas dans le liquide, parce que dans le liquide, le cluster devient ce qu'on appelle un domaine de cohérence. Parce que n n'est plus égal à 5, 6, 7 ou 8, n devient égal à quelques millions de molécules d'eau. Donc on ne peut plus parler à ce niveau-là de cluster, mais on parle de domaine de cohérence. Donc c'est-à-dire que la formule chimique de l'eau, c'est H2O 1 million de fois. Alors c'est pas 1 million, en fait c'est 3 millions. Mais bon. L'ordre de grandeur du million est correct. Et plus les interactions qui se passent entre, par exemple, dans ces domaines de cohérence, c'est là où il y a une nécessité qui est de la vidéo, euh, par rapport au fait que ça a une interaction qui est tellement rapide. euh, C'est-à-dire que toutes les microsecondes, ou je sais pas comment ou Ah non, nanosecondes. les picosecondes. Alors les picosecondes, ça change tout le temps, quoi. Hein, c'est Oui, ça. alors ça, la notion de domaine de cohérence, on ne peut pas la comprendre classiquement. Pourquoi? Parce que un domaine de cohérence, en fait, c'est un jeu de tennis à trois partenaires. La matière, qui est donc soit les protons, les neutrons, les électrons, le vide, que le vide joue, est participant dans ce jeu, et un champ, qui est le champ électromagnétique. Donc, ce qu'on appelle le domaine de cohérence, c'est un jeu de tennis à 1 million de joueurs, entre le vide, ce million de joueurs, et de la matière qui joue le rôle de la lumière, qui joue le rôle du ballon. Et c'est pour ça que pour décrire ça, il faut quantifier à la fois la matière et le champ. Donc, ça se trouve uniquement quand on passe au niveau théorie quantique des champs, qu'on voit apparaître ces domaines de cohérence. Si on reste à une physique quantique classique, pas classique, corpusculaire, sans quantifier le champ, on n'a pas de domaine de cohérence. Et si on reste a fortiori en physique classique non quantique, on n'a pas de domaine de cohérence non plus. Donc c'est pour ça que c'est un petit peu l'oublié, le petit n de la science, de l'eau, parce que c'est un ingrédient fondamental et hélas, on ne peut comprendre sa raison d'être qu'en allant jusqu'à la physique quantique des champs, qui est une théorie qui a comme particularité de faire intervenir le vide. C'est-à-dire que pour la théorie quantique des champs, la source primaire d'énergie et de rayonnement, c'est le vide. Qui est évidemment, pour certains esprits classiques, un petit peu difficile à comprendre parce que le vide, on a l'impression que c'est vide, alors qu'en fait, non. Le vide est la source première d'énergie et de rayonnement. On emprunte de l'énergie au vide et c'est quand on emprunte cette énergie au vide qu'on fait ce qu'on appelle de la matière condensée. La matière condensée, c'est liquide ou solide. Donc, quand on a une cohérence électronique, on a ce qu'on appelle un domaine de cohérence, ça c'est l'eau liquide. Quand on a aussi, en plus de la cohérence électronique, de la cohérence nucléaire, au niveau des noyaux, ça s'appelle de la glace, c'est un cristal. Le cristal a une double cohérence, cohérence au niveau des noyaux et cohérence au niveau des électrons. Un liquide est cohérent au niveau des électrons, incohérent au niveau des noyaux, et un gaz est incohérent aussi bien sur les électrons que sur les noyaux. C'est la façon moderne de voir ce que c'est qu'un liquide, un gaz et un solide. Alors, pour conclure cet échange, on dira donc que on ne peut concevoir finalement la composition chimique de l'eau que de manière dynamique, Mmh. puisque Elle est l'eau dynamique.
Ouais, puisqu'elle est dynamique et que le défaut de finalement de cette simplification à outrance. Alors, disons, on peut, pour Non, mais être... attends, je voudrais juste Oui, terminer par vas-y, rapport vas-y, à... vas-y. C'est-à-dire qu'en fait, ce que moi je comprends à cette simplification, mais comme beaucoup de choses qu'on simplifie et que à un moment donné, ça a une utilité pour parfois, et puis ça perd de, bah, on perd la nature même de ce qu'on a résumé, mais ça fait bien au niveau de l'écrit. Voilà. Ouais. On va pas noter toutes les formules, donc on peut comprendre aussi pourquoi le H2O, et d'où l'intérêt de remettre les compteurs à zéro, j'ai envie de dire, grâce à l'iBook, et puis de tout ce qui a été dit dans cette vidéo par Marc, eh bien, on essaye de mettre ça en vidéo. Voilà. Vas-y, je t'en prie, Marc. Oui, donc, pour conclure, enfin, juste pour que les... rester concret, si on voulait dire la formule chimique de l'eau, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait écrire 3 millions de fois H2O. Les gens peuvent le faire, ils prennent une feuille de papier, et il faut aligner 3 millions de fois H2O, 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 H2O. Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, c'est pas fini. On a passé déjà beaucoup de temps, hein, mais bon, c'est pas fini. Ensuite, sur chaque oxygène, il faut mettre 16, 17 ou 18. Sur chaque hydrogène, il faut mettre H, D ou T. Et aussi, faire fluctuer chaque oxygène, il y a 4 hydrogènes, et chaque hydrogène, il y a 2 oxygènes. Avec des liaisons qui fluctuent toutes les 10-12 secondes. C'est-à-dire qu'il faut ensuite prendre une gomme et faire des traits entre les atomes, et avec la gomme, les effacer, les refaire ailleurs, toutes les 10-12 secondes. Voilà ce qu'est la formule chimique de l'eau. Alors, c'est pas H2O. Et une dernière C'est plus chose, compliqué que ça. justement, finalement, où est-ce qu'on peut trouver réellement une molécule H2O isolée? Alors, ben, c'est l'eau extraterrestre. Il suffit de diluer, c'est-à-dire de mettre l'eau dans des conditions non pas sur une planète, mais entre deux galaxies. Là, il y a très peu de probabilité pour qu'elle rencontre une autre molécule, et là, elle est isolée. Et là, on peut la boire, soit sous sa forme 16H2O, soit sous sa forme HOD, soit sous sa forme D2O. Assez important parce qu'elle ne répond pas, ils n'ont pas les mêmes spectres d'émission. Mais là, oui, on a de l'eau isolée. Eh bien, merci beaucoup, Marc. On se retrouvera, on se retrouvera certainement sur la chaîne Océan Sea Live pour des prochaines petites émissions comme ça, des petits qui nous permettront parce que c'est plus dynamique que si on le mettait par écrit, etc. Donc, merci encore à toi. Et puis, eh ben, on se retrouve ensemble avec Marc le 12 novembre à 18 h, le lundi 12 novembre, donc pour un multiplex avec Yann Oliveau, Jacques Collin et Maxence Laillé, et puis d'autres invités qui ont un intérêt ou qui travaillent sur l'eau. Voilà, bonne journée à toi Marc, bonne Oui, bonne journée à journée, tous ceux Rodolphe. qui et merci au public qui nous a écoutés et qui nous écoutera par la suite. On se retrouve, à bientôt, bye. Bye.